Bonjour, je suis Mahmoud Sabah, doctorante chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Dans cette présentation, je vais vous présenter le sujet suivant: Application of Animal Models and the Box-Jenkins Method in Reviews on a Time Series. Ça veut dire on va faire une modélisation et prévision d'une série temporelle sur Reviews. Dans cette présentation, on va aborder le plan suivant. Je vais commencer par une introduction, puis je vais passer à un aspect théorique où j'ai schématisé tout le travail que je vais faire de A à Z. Dans l'aspect pratique, je vais mettre en application ce que j'ai expliqué dans l'aspect théorique, et puis je vais terminer par une conclusion où je vais afficher tous les résultats obtenus. L'étude des phénomènes dans le temps joue un rôle important, nécessite l'utilisation des séries chronologiques. Alors, pour établir des phénomènes à court et moyen terme, pour des phénomènes économiques, financiers, on peut utiliser plusieurs méthodes statistiques. Dans notre cas, on va utiliser la méthode de Box-Jenkins, qui est une méthodologie d'étude systématique des séries chronologiques à partir de leurs caractéristiques, afin de déterminer le plus adapté à représenter le phénomène étudié et d'effectuer les meilleures prévisions possibles. Elle se compose de trois étapes principales: identification, estimation et validation du modèle pour faire la prévision, ainsi que l'identification des paramètres du modèle d'Arman, qui est une combinaison de deux processus autorégressifs d'ordre P et moyen mobile d'ordre K. Maintenant, on va passer à la partie théorique. Ici, comme vous voyez, il y a une schématisation sur le travail de A à Z. Bien sûr, on va commencer à travailler sur une série temporelle qui est une succession d'observations au cours du temps effectuées à intervalles réguliers, notées YT. Dans notre cas, j'ai téléchargé une série de la dette que j'ai trouvée sur Internet. Donc voilà, après avoir choisi la série, je vais passer à l'analyse du graphique de la série, de la saisonnalité et du corrélogramme de la série. Et à la suite de cette première observation et première analyse, si nécessaire, je dois rendre la série linéaire. Donc, je vais passer par la transformation de Box-Cox qui sert à limiter des variations trop importantes au sein de la série temporaire. Puis, nous effectuons un test de racine unitaire. Ce test, c'est pour savoir si la série est du type TS ou DS. Cette étape a pour objectif de savoir quelle transformation appliquer pour obtenir une série temporelle stationnaire, c'est-à-dire avec une moyenne, variance et covariance constante. Puis, nous réalisons les corrélogrammes créés plus tôt dans la phase de l'analyse des corrélogrammes, etc., pour déterminer les ordres du modèle ARMA, en utilisant les observations passées pour prévoir le futur. Une fois le nombre de valeurs de passé est retenu, nous allons estimer les paramètres. Ça veut dire chercher dans quelle proportion chacun de ces valeurs retenues du passé influe sur la valeur à prévoir. Avant la dernière étape de prévision, il faut estimer le modèle. Ça veut dire de voir sa pertinence, est-ce que ce modèle est efficace ou pas. Alors, si c'est efficace, on peut réaliser des prévisions avec. Cette partie pratique vise à la modélisation de cette série chronologique de la dette qui s'étale sur la période allant du premier trimestre de 2006 au premier trimestre de 2019. Dans ce sens, la première étape du traitement constitue à transformer la variable dette en logarithme nepérien. Cette transformation nous permet d'avoir des données plus réduites afin de se rapprocher de la normalité et de stabiliser la variance. Donc, ce graphique représente l'évolution trimestrielle de cette série dette. Il apparaît clairement que cette évolution connaît une tendance haussière avec un niveau à peu près faible de fluctuations. De plus, l'impact de la crise financière de 2008 est observable sur le graphique. En effet, après le deuxième trimestre de l'année 2008, on remarque une tendance baissière pour atteindre son minimum au troisième trimestre de l'année 2009. Puis regagne une tendance haussière, comme vous remarquez, tout au long de la période de 2010 au 2019. Ici, dans ce tableau, nous allons montrer l'existence de la saisonnalité à travers le test de Fisher. Puisque la test statistique calculée associée à toutes les saisons est supérieure à 1,96, alors la série est marquée par une forte saisonnalité. D'après le graphique, on peut affirmer qu'il existe un décalage entre les moyennes trimestrielles
On est donc clairement face à l'existence de la saisonnalité. De plus, on remarque que la moyenne du premier trimestre est plus décalée en haut que les autres. Après avoir mis en évidence la saisonnalité, il convient de faire une désaisonnalisation. D'après ces résultats obtenus, on remarque que le coefficient de la moyenne de la droite est moins 0,011 et la t statistique associée est moins 0,82, donc inférieur à 1,96 en valeur absolue. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle à 0 et par conséquent, notre schéma de décomposition est additif. La désaisonnalisation se fait en utilisant la méthode de moyenne mobile, moving average. Maintenant, pour le tableau de coefficients saisonniers, les coefficients positifs indiquent que le trimestre concerné est en-dessus de la moyenne annuelle, par contre, au coefficient négatif. Prenons par exemple le premier trimestre, qui a un coefficient de 0,037. Ceci implique que ce trimestre a connu une augmentation dans la valeur de son log dette d'environ 0,037 millions de dirhams par rapport à la moyenne générale de l'année. Contrairement au quatrième trimestre, qui se caractérise par une diminution de 0,034 millions de dirhams par rapport à la moyenne. Ainsi, eViews nous fournit la série désaisonnalisée en divisant chaque valeur de la série par son coefficient correspondant. Donc, après, nous avons analysé le test de stationnarité à l'aide de tests de racines unitaires. Genre, nous avons analysé la stationnarité à l'aide du test de racines unitaires ADF. Voilà. Pour un processus DS, maintenant on va passer à la station. Maintenant, ce diapo nous explique la stationnarisation de la série, donc la nouvelle série qu'on a. Donc, pour un processus DS, la bonne méthode de stationnarisation est le filtre aux différences premières à travers cette formule que vous voyez. L'analyse du graphe de la nouvelle série obtenue montre qu'il est stationnaire. Donc, pour vérifier ça, nous allons appliquer le test ADF. D'après le corrélogramme, on remarque que les termes de la fonction d'autocorrélation ne sont pas significativement différents de 0. De même pour les termes de la fonction d'autocorrélation partielle. Alors on peut ajuster la série par un modèle ARMA, TK. Donc l'idée ici est de passer à la deuxième différence qui est aussi stationnaire. Pour vérifier que la série est stationnaire, nous allons appliquer le test ADF. Donc, d'après ce tableau, on remarque que la p-value associée à la significativité de la tendance vaut 93,44% et supérieure à 5%. Alors, on ne rejette pas l'hypothèse. C'est-à-dire, l'étape qui suit consiste à tester le terme constant à l'aide du deuxième modèle. Dans ce tableau, nous constatons que le coefficient associé à la constante est significativement différent de 0. En effet, la p-value associée à la significativité vaut 2,92% et qui est inférieure à 5%. Et la p-value associée au test est égale à 0 et inférieure à 5%. Alors, on va passer à l'estimation du modèle 1. Puisque la p-value associé à ce test vaut 0%, donc on rejette l'hypothèse nulle, alors on conclut que la série est un processus stationnaire. Suite à ce qu'on a trouvé, il convient de déterminer le meilleur modèle de type ARIMA décrivant le processus stationnaire en se basant sur le corrélogramme pour identifier les paramètres du modèle, donc identification des ordres P et K du modèle ARIMA. Il est clair que le processus ARIMA-P et K est une combinaison linéaire de deux processus AR et A, donc il faut déterminer les paramètres P et K à l'aide du corrélogramme. D'après la fonction d'autocorrélation partielle, on a deux pics qui est à l'extérieur de l'intervalle de confiance, donc P égale à 0, 1, 2, mais pour la fonction d'autocorrélation simple, on a un seul pic qui est à l'extérieur de l'intervalle de confiance, alors K égale à 0, 1. On estime toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire les modèles ARIMA, P et K,
P égale à 0,2 et K est égal à 0,1. Parmi tous ces modèles estimés, on ne retiendra que le modèle significatif minimisant le critère ASC. Donc dans ce tableau, on a estimé toutes les combinaisons selon le critère ASC. Parmi ces modèles, il y a le modèle qui contient les paramètres significatifs qui sera estimé. Maintenant, on va passer à la validation du modèle. On va commencer par le test de Box-Pierce d'autocorrélation. Le corrélogramme de la série résiduelle montre qu'il y a absence d'autocorrélation des erreurs, car toutes les p-values associées aux autocorrélations sont supérieures à 5%. Il reste désormais à savoir si le bruit blanc est gaussien ou non. Pour ceci, nous procédons par le test de Jacques-Perrin. La p-value associée au test de Jacques-Perrin est égale à 97,67%, étant supérieure à 5%. L'hypothèse de normalité des résidus sera acceptée, donc la série résiduelle est en un bruit blanc gaussien. Par conséquent, les trois conditions de validation du modèle sont vérifiées. Maintenant, on passe au test d'Arche d'hétérocidacité qui est basé sur l'hypothèse suivante: H0 homocidacité, H1 hétérocidacité. On remarque que la probabilité associée à ce test est de l'ordre 80,5%. Alors, on accepte l'hypothèse d'homocidacité au seuil de 5%. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Voici les résultats trouvés après l'estimation des paramètres et avec le modèle qu'on a obtenu. Les résultats sont très proches à la réalité. J'ai vérifié le site et j'ai vu les résultats sont très proches. Voici le détail de tout le travail que j'ai réalisé avec les prévisions de l'année 2020. Voilà. Je vous remercie énormément pour votre attention et merci pour cette opportunité.